Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation du baromètre Lean 2024, sur les résultats de l'année écoulée. Et je passe donc la parole à Carlos et puis derrière à Eric et Stéphanie. Merci à tous. Merci à tous et donc bienvenue à ce baromètre, 5e édition déjà. Je vais aller assez vite moi sur les résultats parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous deux guests qui sont Eric et Stéphanie qui vont se présenter et on va privilégier essentiellement bien sûr leur retour, leur feedback. Donc voilà, merci à vous tous encore une fois et puis je vais peut-être passer la parole à Stéphanie et Eric pour qu'ils puissent se présenter et puis ensuite on va enchaîner donc avec les résultats de ce baromètre. Stéphanie, si tu veux. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie Morlance. Je suis manager excellence opérationnelle chez Saint-Gobain Sécurite, donc une BU du groupe Saint-Gobain, qui, vous le savez peut-être, fabrique tous les vitrages automobiles. Chez Saint-Gobain. Donc, j'ai ce poste-là depuis à peu près 4 ans maintenant. Et j'ai un parcours, on va dire, universitaire. J'ai un doctorat et ensuite, je suis arrivée chez Saint-Gobain par un centre de R&D, recherche et développement à Paris, où j'ai fait pas mal de projets. Et ensuite, je suis tombée dans l'excellence opérationnelle via une autre BU du groupe qui n'appartient plus à Saint-Gobain maintenant, mais qui fait tout ce qui est bouteilles en verre, packaging en verre. Et puis maintenant, je suis donc chez Sécurite. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Carlos et Grégory de me donner cette opportunité de partager nos points de vue chez Saint-Gobain et plus particulièrement chez Sécurite sur le Lean. Alors, moi, je ne parlerai peut-être pas forcément de Lean, on appelle ça WCM chez nous, mais c'est approximativement la même chose, l'amélioration continue. Voilà. Super. Merci Stéphanie. Eric. Bonjour, donc Eric Lousteau, je suis le directeur général de Toyota Material Handling, donc c'est les chariots élévateurs. On est à une division de Toyota Industries, qui est la maison mère de Toyota historiquement, donc il y a 100 ans. On va fêter nos 100 ans l'année prochaine. Donc ça fait 13 ans que je suis chez Toyota, 7 ans j'étais en charge des process et depuis 5 ans directeur général. Et au préalable, je faisais du Six Sigma dans quelques autres entreprises françaises ou américaines. Donc Six Sigma n'est pas très loin du Lean. Et nous, chez nous, on n'appelle pas ça Lean. Chez Toyota, on appelle ça TPS, c'est Toyota Production System, qui est ni plus ni moins que du Lean. Super. Merci Eric. Et donc merci Stéphanie. Je vous propose et je vous invite donc à voir les résultats de ce baromètre. Alors, comme d'habitude, nous avons en effet envoyé un questionnaire très ciblé à une population très ciblée, puisque l'objectif, c'est que ce ne soit pas n'importe qui puisse répondre à ces résultats. Donc, c'est une base que l'on a en effet de 300-350 personnes avec des directeurs Lean Corporate, des DG, des directeurs d'usine, des Lean Managers. Donc, vraiment des acteurs qui sont en contact direct avec le Lean et avec le développement du Lean dans leur entreprise. On a eu une centaine de réponses cette année avec une cinquantaine de verbatim. Et ce qui est surtout très intéressant aussi, c'est qu'on a 90 entreprises très différentes, avec bien sûr pratiquement tous les secteurs qui sont concernés, puisqu'on a bien sûr du secteur automobile et de ses fournisseurs, on a les grands de l'aéronautique et des fournisseurs aéros, de l'énergie, de l'environnement, des équipements bien sûr industriels aussi, du gros manufacturing, secteur de la défense, de l'agro, de la pharma, du luxe, de l'ameublement, et puis aussi quelques sociétés de services. Assez peu encore, à peine 10%, mais voilà, je pense que ça va nous amener à réfléchir sur peut-être un baromètre spécifique sur ces entreprises de services. Mais voilà, aujourd'hui une centaine de réponses et donc nous sommes là aujourd'hui pour vous donner les résultats. Alors, que s'est-il passé depuis un an? Je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque on a 95% des entreprises, pour 95% des entreprises, ça continue. Et je dirais même qu'il y a moins d'entreprises qui se posent des questions. Autant l'année dernière, il y avait quelques doutes, puisqu'on était à 16%, on va dire, d'entreprises qui se posaient la question s'ils n'allaient pas arrêter ou tout remettre en cause. Là, on est tombé de 16 à 5. Donc, ça veut dire qu'on a plutôt un élan positif aujourd'hui sur les activités Lean. Et donc, il y a des turbulences qui semblent être passées.
même si on sait qu'on a encore pas mal de nouvelles dans le futur qui ne sont peut-être pas rassurantes. Mais voilà, en tout cas, il y a un bel élan sur le Lean, qu'on retrouve ici également, hein, sur la question, est-ce que le contexte économique a remis en cause la stratégie Lean? Non, donc on gagne aussi quelques points, donc on retrouve cet élan positif. Donc je dirais que c'est ces deux résultats qui sont plutôt encourageants et qui montrent que voilà, on n'a pas tout arrêté, ou on n'arrête pas malgré le contexte économique, politique qui a pu y avoir ces dernières années, ça continue. Question importante aussi, c'est finalement quelles sont les pratiques qui ont pu évoluer sur 2024. Et là aussi, il y a de la stabilité finalement, puisque on voit que le top 4, voire le top 5 n'a pas changé. On est toujours, et dans le même ordre hein, d'ailleurs, on a toujours le pilotage renforcé de la performance, alors qu'il y a aussi un contexte certainement un peu tendu sur les résultats. Mais du coup, voilà, on a quand même 60% des entreprises pour qui c'est le plus important aujourd'hui, c'est de travailler sur le pilotage renforcé de cette performance-là, certainement aussi pour être équilibré au niveau des coûts ou autres. L'implication du management, l'augmentation du nombre de chantiers quand même qui est toujours là, et puis la formation, ça reste stable, mais qui est toujours présente. Là où ça baisse un peu, et on va le retrouver aussi un petit peu plus tard sur d'autres indicateurs, on sent une sorte de perte d'intérêt pour tout ce qui est un peu formation à distance, peut-être digitalisation. On verra tout à l'heure. Est-ce qu'on a peut-être quelques questions qu'on se pose? Est-ce que ça donne les résultats que ça doit donner? Et là aussi, c'est très hétéroclite, hein. Il y a des entreprises qui vont à fond et puis d'autres qui sont encore un peu timorées là-dessus. Concernant le HK, le Shinkanri ou les OKR, et puis je demanderai à Eric après son avis, puisqu'on sait que le TPS prend beaucoup de plaisir et c'est une méthode qui est hyper importante pour eux. Le Shinkanri ou les OKR ou tout ce qui est autre déploiement de politique. D'ailleurs, petite parenthèse, on a l'impression, on entend de plus en plus ce terme d'OKR, Objective Key Results, qui revient y compris sur plein de startups ou de clients un peu de taille modérée. Donc on sent que c'est cette méthode qui est un peu plus simple, on va dire, que le Shinkanri, aujourd'hui fait pas mal d'émules. Donc on a plus d'entreprises qui pratiquent le Shinkanri. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que finalement, on a quand même une entreprise sur trois qui aujourd'hui n'utilise pas cette méthode qui est pourtant hyper importante, hyper redoutable et qui donne vraiment le cap sur toutes ces démarches-là et qui donne du sens souvent aux démarches Lean. Alors Eric, sur la partie HK, est-ce que tu as envie de partager quelque chose justement sur son déploiement au sein de Toyota? Alors clairement, nous, on a senti qu'il y a pu y avoir dans le passé un peu de baisse de motivation d'utilisation parce que c'est assez contraignant. Et là, depuis 3-4 ans, et principalement depuis les derniers, on a remis le Shinkanri au goût du jour plus que jamais. Moi, en tant que directeur général, je ne fais pas de revue mensuelle avec mes N-1 s'ils ne me présentent pas un Shinkanri. Donc, c'est un must-have, c'est-à-dire que quand ils arrivent dans mon bureau, qu'ils n'ont pas le Hoshin à jour, je leur dis, bah, écoutez, on replanifie le point mensuel. Nos Hoshin, maintenant, depuis 2 ans, on les a totalement rendus publics à l'entreprise. Ils sont fichés dans les couloirs du bureau, de l'étage de la direction, qui est totalement ouvert pour les collaborateurs. Et donc, ils sont relativement transparents. Alors, on affiche les données qu'on a le droit d'afficher, mais en tout cas, tous les sujets sont identifiés, sont marqués. Et donc, on l'a réenforcé tellement c'est puissant et tellement ça nous permet aussi de désamorcer les problèmes ou les sujets qui sont en retard ou en avance. Au moins, il n'y a pas d'émotion et ça déshumanise, ça déshumanise, mais ça retire tout le côté émotionnel qu'on peut avoir avec nos équipes parce qu'on sait exactement où on va assez rapidement. Donc, on a réenforcé et en plus, on le rend de plus en plus public. Très bien. Merci beaucoup, Eric, pour cette partie-là. Sur ce qui a pu changer ces dernières années sur les pratiques Lean. Alors là, on sent une accélération très, très forte sur le back to basics, c'est-à-dire de revenir aux fondamentaux du Lean.
Alors bien sûr, derrière ces fondamentaux, on va retrouver les standards, on va retrouver la résolution de problèmes, la formation au poste. Et ça a toujours été quelque chose qui était important et au sein de ce baromètre-là, même si, vous voyez, dans les années 2021, on avait plutôt la flexibilité et la réactivité face aux demandes clients parce qu'on sortait d'un contexte un peu différent. Là, voilà, on est à 84% sur revenir à ces basiques-là. On a aussi, bien sûr, c'est assez stable, rendre les équipes davantage autonomes. Et ça, je pense que Stéphanie, tu vas nous en dire un mot sur vos pratiques au sein de Saint-Gobain Sécurite. Et puis pour le reste, peut-être les compétences lean quand même qui augmentent très fortement, comme vous pouvez le voir, parce qu'on était à 31 en 2021, bon, peut-être un peu moins d'invest à l'époque. Là, on est monté quand même assez fort sur cette partie-là. Les pratiques à distance régressent très fortement. Vous voyez, on était à 41% en 2021. En sortie de Covid, on ne pouvait pas trop se voir. On était à fond sur les pratiques lean à distance. Là, on tombe à 6. C'est-à-dire qu'il semble y avoir un désintérêt quand même sur ces pratiques lean à distance, mais bien sûr si elles existent et qu'elles sont utiles. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a un indicateur sur comment on forme aujourd'hui. Il y a toujours une touche de digital quand même qui est importante. Et puis le chiffre qui est un peu qui peut être décevant, c'est le développement des fournisseurs, qui est toujours quelque chose qui reste assez faible. Alors bien sûr, suivant les secteurs, ça a beaucoup d'importance et je sais aussi que tu vas nous en dire un mot, Stéphanie. Alors justement, peut-être équipe autonome ou développement fournisseur. Alors, la partie fournisseur, j'y reviendrai un peu plus tard sur une autre question un peu plus spécifique là-dessus. Mais là, en fait, oui, on n'est pas, on va dire, on est dans la logique des autres entreprises, hein. Nous aussi, on s'est rendu compte que les basiques, c'était quand même quelque chose d'important. Fallait pas qu'on passe à côté. Et notamment quand on a vu qu'on avait certaines usines qui développaient très bien certains piliers et qui en oubliaient un petit peu les basiques. Donc les basiques, tu l'as dit, hein, pour nous, c'est la même chose, c'est les standards, le management visuel, les visites terrain, les choses comme ça. Et déjà aussi la digitalisation. Et on en reparlera aussi un peu plus tard. Ça fait aussi partie de nos fondamentaux. Mais effectivement, on n'en est pas resté là. Donc les basiques, c'est une première chose, mais on n'en est pas resté là et on a voulu vraiment franchir une étape décisive, je dirais, en intégrant une approche qui va valoriser l'autonomie de nos équipes, de nos employés et surtout ce qu'on appelle leur empowerment, donc leur responsabilisation. Et l'idée, c'est vraiment de donner pardon, à chacun les outils, la confiance et la responsabilité nécessaires parce qu'on pense que ce n'est pas forcément le manager qui doit toujours prendre les décisions. Et pour ça, on s'assure qu'on donne aux employés, voilà, on ne peut pas les jeter non plus comme ça dans la piscine, je dirais. Il faut leur assurer un bon niveau de compétences pour qu'ils puissent être capables de prendre certaines décisions. Et comment on a développé ce qu'on appelle des skill centers. On est en train de les développer, hein. On a des usines qui marchent beaucoup là-dessus et d'autres un peu plus timorées pour l'instant. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que cette responsabilisation, elle soit effective et qu'on leur donne surtout les moyens d'avoir cette nouvelle façon de travailler. Et on base ça sur des compétences techniques à la fois, mais managériales et de développement durable. Ça aussi, j'y reviendrai par la suite. Mais voilà, pour résumer, on a mis en place une combinaison qui nous permet vraiment d'avancer tous ensemble et puis dans une atmosphère à la fois de confiance et d'ambition pour ce qu'on appelle notre quête de l'excellence opérationnelle. Très bien. Donc, c'est des actions concrètes aussi pour que les opérateurs prennent plus d'initiatives, c'est ça aussi? Exactement. Exactement. Vraiment. Et il y a des sites qui sont, tu l'as vu, vous l'avez vu quand vous êtes venu en Espagne, hein, on a des équipes qui sont complètement autonomes, qui sont capables de gérer eux-mêmes leur budget. Quand je parle d'équipes, c'est vraiment des opérateurs qui sont capables de se faire leur routine au quotidien, de gérer leur budget, de prendre des initiatives, il n'y a pas de validation par des managers sur des prises d'initiative, des améliorations d'équipement ou quoi que ce soit, quoi. Et donc, il en ressort aussi
chaque personne se sent valorisée. Je pense qu'on a tous envie un jour ou l'autre de prendre plus de décisions pour pouvoir avoir aussi notre impact sur l'entreprise. Très bien. Bon, j'imagine aussi, pour ceux qui veulent démarrer tout de suite l'empowerment et le développement de l'autonomie des opérateurs, il y a quand même des basiques à avoir et un niveau de maturité peut-être lean aussi avant de se lancer là-dessus. Super. Oui, on en parlait encore tout à l'heure ensemble avec d'autres personnes de Securit. Le programme Empowerment, c'est vraiment un programme long terme. Il ne faut pas imaginer que c'est du jour au lendemain où on va avoir 100% d'autonomie partout. Et le Skill Center, là, dont je parlais, c'est une des actions qui nous permet aussi de s'assurer que les gens sont bien formés pour pouvoir évoluer comme ça ensuite. Merci Stéphanie. Alors, à la question, y aura-t-il dans les prochaines années une autre manière de conduire le Lean? On voit que ça baisse un peu. Ça baisse un peu, peut-être parce qu'on se posait beaucoup de questions à l'époque en se disant, avec le distanciel et autres, que ça allait changer radicalement la manière de faire du Lean. Et là, on a l'impression que ça baisse, c'est-à-dire que finalement, on se dit que les méthodes Lean traditionnelles sont peut-être suffisantes. Et puis, voilà, et que ça donne déjà les résultats attendus. Donc, il n'y a pas forcément. Voilà, il y a quand même 62% des personnes consultées qui estiment qu'il y aura une autre manière de conduire le Lean demain. On verra tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle aussi. Ça, je pense que ça va être un élément impactant qui va quand même changer un peu la donne. Concernant les ressources, il y a quand même une baisse du nom, c'est-à-dire la question, est-ce que les ressources vous permettent-elles de relever les défis? Non. Autant on était à 53%, là on a l'impression que soit on a une meilleure prise de conscience des capacités internes et des efforts qu'il faut mettre en place pour développer le Lean, mais on a aussi une incertitude qui augmente, c'est-à-dire qu'on a pratiquement, vous voyez, plus de 50% de oui ou je ne sais pas. Donc en tout cas, cette question des ressources reste critique. Je pense que vous tous, vous avez aussi des difficultés à recruter des relais Lean, des directeurs Lean. Et donc, sur tous ces ingénieurs performance, c'est des denrées qui sont assez rares finalement et qu'on a du mal à aller chercher. Donc, les ressources pour continuer à faire du Lean, ça reste quand même une question majeure aujourd'hui pour l'accélération du Lean. Concernant les populations à accompagner, pas de changement. On a toujours en tête les managers. Ça reste la population prioritaire et qu'il faut continuer à former, à coacher, à accompagner. Bien sûr, les opérateurs aussi, puisque dans cette quête d'autonomie des équipes, il faut monter en puissance aussi les opérateurs. Et on voit de plus en plus de programmes où on va donner un vrai vernis Lean, y compris même soft skills aux opérateurs. Donc ça, c'est plutôt très encourageant aussi. Et puis les fonctions support sont toujours là, bien sûr la maintenance, la qualité, ces autres fonctions-là. Eric nous en parlera aussi un peu plus tard sur l'importance de développer le Lean dans les fonctions support. Bon, la logistique remonte un petit peu, mais voilà, il n'y a pas trop de différence entre les résultats d'hier et d'aujourd'hui. Alors, comment vous dispensez la formation Lean? Là, on voit vraiment une augmentation assez forte sur le présentiel. Les stagiaires veulent se voir. C'est peut-être lié aussi un peu à la réduction du télétravail. Donc voilà, la pratique en distanciel semble moins plébiscitée. Il en faut toujours un petit peu. D'ailleurs, on voit qu'il y a toujours 34% qui font du présentiel, mais avec des petites touches de distanciel, un petit module e-learning avant ou après, ou la validation des acquis. Mais de manière générale, on sent cette envie et ce besoin de revenir sur des formations présentielles. Eric, là-dessus, est-ce que tu as… comment vous dispensez les formations? Est-ce que vous êtes sur du pur présentiel? Est-ce que cette touche digitale est toujours là aussi? Alors nous, on a une conviction très forte. Ce sera 100% présentiel. On a un peu tout essayé et tout ce qui n'était pas en présentiel pour le Lean, ça marche moyennement. Alors, je ne veux pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça marche moyennement. Le Lean, c'est des exercices pratiques en fait. Il faut être sur le terrain, il faut se rencontrer, il faut faire des simulations, c'est du pragmatisme, c'est empirique le Lean. Et donc, si les personnes ne voient pas de leurs yeux, leurs propres yeux, l'intérêt physique, l'intérêt immédiat, s'il n'y a pas de prise de conscience sur un jeu, sur une simulation,
ça ne va pas marcher. Et même pour ceux qu'on forme sur du Lean, qu'on va appliquer sur des services administratifs, back-office, sur des process administratifs, la meilleure façon pour eux, c'est de comprendre dans un atelier ou dans une usine comment ça fonctionne et quel est l'intérêt. Quand on parle d'une analyse de flux, un VFL, moi, une analyse de valeur, une analyse... Si vous le voyez sur un process physique, ça parle tellement mieux que sur 25 slides en e-learning. Donc pour nous, la conviction, elle est totale. Et en plus, bon, maintenant, on a notre école interne, donc on a nos formateurs internes qui sont des gens de nos services qui, en plus de leur boulot, on va dire à 25%, deviennent formateurs pour le Lean en interne. Mais ça sera uniquement du présentiel, on est totalement revenu sur le e-learning sur ce sujet. Très bien. Alors, je ne t'avais pas forcément posé la question, Stéphanie. Là, je fais une incursion, mais vous aussi, vous êtes full présentiel du coup ou... Non, nous, on n'est pas revenu au full présentiel. On s'est rendu compte, alors moi, je n'étais pas en poste pendant le plein Covid, mais je suis venue juste après. Et en fait, on s'est rendu compte que alors, je partage tout à fait le point de vue d'Éric, hein. On est d'accord que le Lean, l'amélioration continue, il faut être sur le terrain, il faut sentir les choses, il faut vraiment les appréhender, il faut vraiment voir et se rendre compte. Mais après, on garde toujours un mode de formation en distanciel. Ouais. Plutôt Pardon? hybride. Un peu hybride. Ouais, on est un peu hybride. Après, c'est sûr que quand on a la chance, enfin, certaines équipes ont la chance de recevoir des formations en présentiel, le feedback, il est bien meilleur. Enfin, on sent qu'il y a une volonté aussi de se voir, de se rencontrer, d'échanger, parce que moi, je suis persuadée que des formations, on vient toujours avec un objectif précis. Mais il y a les à côté, il y a les added value qui font que on se crée un réseau, on échange, on se rend compte qu'on n'est pas seul avec notre problématique aussi, etc., etc. Donc, je pense que voilà, il faut vraiment arriver à trouver la bonne position du curseur pour que ça marche à la fois pour l'entreprise et pour les gens qu'on forme, quoi. Très bien, merci Stéphanie. Alors, sur les fournisseurs, justement, ça augmente un peu quand même. Est-ce que vous accompagnez les fournisseurs? Non, on était à 34, 42, 46 et là on est à 66%. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on accompagne de moins en moins nos fournisseurs. Stéphanie, là aussi, alors vous, à l'inverse, vous êtes plutôt sur on accompagne nos fournisseurs. Alors, on est sur une vraie volonté de... On ne va pas dire qu'on le fait de manière systématique mais en tout cas, on a une volonté parce que effectivement, on veut chercher à optimiser les flux, à réduire les gaspillages, à améliorer la qualité, voilà. Et donc, on parle pas forcément toujours enfin, chez Securite, on parle de fournisseurs évidemment, mais on a aussi cette notion de partenaire stratégique. Et on demande à nos sites de vraiment identifier leurs partenaires stratégiques. Alors, c'est vraiment tout ce qui est entité ou compagnie qui a un rôle clé dans la manière dont on va pouvoir ensuite délivrer notre stratégie. Et on a un exemple, enfin j'ai un exemple qui est assez facile. Donc Saint-Gobain Sécurite, on fabrique des vitrages pour l'automobile. Et un de nos fournisseurs, c'est notre petit frère d'à côté, Saint-Gobain Glace, qui fabrique les gros panneaux, enfin les grosses plaques de verre qui sortent des fours et qu'on réceptionne et qu'on découpe ensuite. Donc ça, c'est un partenaire stratégique, mais j'allais dire, il est aussi engagé dans le Lean puisque il fait partie du groupe Saint-Gobain et que voilà. Donc celui-ci, ça va. Après, je pense qu'on reste encore trop timide sur la manière dont on arrive à embarquer les fournisseurs externes. Mais on y arrive un peu par différents biais. Par exemple, on peut y arriver via la porte, je dirais, du développement durable, de la sustainability, qui est vraiment aussi un pilier très fort chez Saint-Gobain et chez Securite, avec l'économie circulaire et tout ça. Donc, par exemple, en 2023, on a décerné des awards aux fournisseurs à un fournisseur pour le récompenser de ses efforts en matière de durabilité. Et donc, on a reconnu l'importance de ce sujet-là dans la chaîne d'approvisionnement.
Voilà, donc on essaye un tout petit peu comme ça de les sensibiliser, de les embarquer dans notre approche et notre stratégie. Et aussi, on a certains exemples concrets où on a des sites carrément. Donc là, c'était l'exemple que je vous ai donné, c'était vraiment au niveau central, hein, Sécurite. Mais aussi, on a des sites qui assez naturellement vont pouvoir avoir un rapport étroit et privilégié avec certains fournisseurs pour les sensibiliser aussi, ne serait-ce que pour, par exemple, l'industrialisation de certaines pièces qu'on vient acheter chez eux et qu'ensuite on monte sur nos vitrages. L'idée, là encore, c'est que dans cette démarche, on puisse participer au développement depuis la phase de conception pour réduire, par exemple, les gaspillages ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des choses, je dirais, un peu spot qui commencent à apparaître. Mais c'est une vraie volonté et on va cette année pousser pour que, par exemple, les sites puissent chercher à comment on peut faire des savings, des gains financiers avec nos fournisseurs aussi. Donc, pas seulement d'un point de vue achat, je dirais, négociation de prix, mais aussi au niveau des opérationnels qui réfléchissent un peu, qui aient ce mindset-là de se dire bah, comment on peut essayer de faire en sorte de dépenser moins, de faire moins de gaspillage, etc. quoi. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on voit des différences entre. Il y a des entreprises qui sont très. Qui utilisent beaucoup la gestion le développement des fournisseurs avec des équipes dédiées. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, c'est Saint-Gobain. Il y a des Renault, je pense, Peugeot, Thales et autres ont vraiment des équipes dédiées parce qu'aujourd'hui, la partie fournisseur peut être aussi un point de blocage. Airbus aussi, on le voit aujourd'hui, Airbus ne fait pas beaucoup plus d'avions parce qu'ils sont un peu limités par leurs fournisseurs. Et puis d'autres, en effet, d'autres entreprises qui, on le voit dans les résultats de ce baromètre, finalement, sont moins concernées. Très bien. Alors, sur les domaines du Lean qui seront encore plus importants demain, là aussi, c'est toujours assez stable, finalement, mais remonte sur la tête du podium la résolution de problèmes. Alors, la résolution de problèmes, c'est un éternel recommencement. Tout le monde veut en faire, ça paraît simple. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça. On le dit souvent et on le répète nous aussi souvent à nos clients, c'est surtout une affaire de routine aussi. Il n'y a pas que la méthode, il n'y a pas que savoir résoudre un problème, c'est quels sont les rituels que je mets en place pour pouvoir être en contact visuel systématiquement avec ces résolutions de problèmes. Les standards, bien sûr, à la formation des collaborateurs sont toujours là, les routines, le management visuel. Donc, vous voyez, ce top 3, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les back to basics. On les retrouve tous ici, en fait. Et toujours en queue de peloton, la gestion des équipements, finalement, toute la partie plutôt capacitaire. L'ergonomie, alors sécurité, environnement semble moins important aussi. Mais voilà, on a finalement des chiffres assez stables quand même et qui renforcent cette notion de back to basics. Alors après, 2 questions nouvelles cette année, en 2024. On a voulu aussi mettre un peu de... on n'a pas d'historique, puisque c'est la première fois qu'on pose la question, mais on a voulu quand même savoir un peu quels sont les liens entre Lean et bien sûr environnement, RSE, frugalité, parce qu'il y a un lien bien sûr direct. Et donc, on a quand même posé la question cette année sur est-ce que le Lean est une réponse aux enjeux de frugalité. Alors là, bien sûr, 8 entreprises sur 10 disent que oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que ceux qui pratiquent le Lean de manière très robuste permettent justement de travailler avec des bénéfices économiques, sociaux, environnementaux. Donc, il y a un impact qui est direct. Et idem sur la partie environnementale, pratiquement aussi 7-8 entreprises sur 10. Donc, le Lean est vraiment aussi une réponse aux enjeux environnementaux. On parle aussi de Lean and Green. Vous le savez aussi bien que moi, quand on fait du Lean, finalement, on réduit aussi les gaspillages. Donc, travailler sur les rebuts, travailler sur les déplacements, tout ça, ça a un impact aussi fort sur la partie environnementale. Donc, le Lean reste bien sûr une des solutions pour contribuer aux améliorations environnementales, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de com', c'est-à-dire que tout le monde n'en parle pas et les gens ne font pas forcément le lien entre Lean et environnement. Stéphanie, vous, comment vous intégrez tout ça et comment vous faites le lien entre Lean et environnement? Alors, nous, on est persuadés que l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle a son rôle à jouer dans la réponse aux enjeux environnementaux qu'on a au niveau Saint-Gobain, j'entends. Et du coup, ça se décline forcément chez Sécurite.
On a par exemple mis en place depuis 2 ans pour tous nos sites un indice qu'on appelle indice d'excellence environnementale qui synthétise à la fois les consommations d'énergie, les émissions de CO2, les déchets et les consommations et rejets d'eau. Et donc ça nous permet d'avoir déjà un état des lieux, hein, je dirais, quand on l'a lancé, cet indicateur. Et ensuite, de suivre les progrès qui sont faits, de challenger un peu certains sites par rapport à d'autres, de s'assurer que tous les axes qu'on définit comme prioritaires sont bien pris en compte au niveau des sites. Donc ça, c'est une première chose. Et on a vu hein, que du coup, on a eu des actions, des projets, des chantiers d'amélioration continue qui se sont faits sur la diminution de la consommation d'eau. Il y a une véritable prise de conscience dans certains sites. Ça passe aussi par la sensibilisation des gens, le tri des déchets, etc. Et donc, du coup, ensuite, là, cette année, on, même depuis l'année dernière, on a lancé aussi une nouvelle action sur la circularité avec un programme qui s'appelle Sécurité Circulaire, où là, l'ambition, c'est vraiment de réduire notre empreinte écologique, d'avoir des sites low impact. Et puis, pas seulement au niveau de nos sites, d'ailleurs. Déjà, on peut travailler en interne sur chacun de nos sites, hein, essayer de recycler, de retrouver comment on peut réutiliser certains éléments de packaging, etc. Mais aussi dans toute la chaîne de vie, je dirais, du produit, depuis la matière première jusqu'à l'utilisateur final, et ensuite essayer de voir comment on peut collecter auprès de nos clients les différents vitrages voués à être détruits ou autres pour qu'ils soient justement réutilisés, recyclés, séparés. Alors, il y a tout un, je dirais une batterie d'opérations à faire. Hein. Il y a des vitrages qu'on peut facilement recycler et qu'on redonne justement à notre voisin glace pour refaire du verre. C'est l'avantage du verre, c'est qu'il est recyclable à l'infini. Donc, on lui donne et il le recycle. Et il y en a où c'est pas du verre pur qu'on a dans le produit, donc il faut arriver à le séparer, voilà. Donc, il y a plein d'actions qui sont mises en place cette année. Et déjà depuis l'année dernière. Et puis cette année, on va en plus mettre un petit coup d'accélérateur encore sur le packaging. Parce que vraiment, on se dit que voilà, on utilise tout un tas de matériaux d'emballage, etc. Déjà qui nous viennent de nos fournisseurs, mais que nous aussi on fournit à nos clients, et on se dit que voilà, il y a des. Je me souviens, la première fois que je suis arrivée dans une usine, il y avait des montagnes de papier, de feuilles de papier, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah bah rien. Donc c'est quand même assez choquant à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a une vraie prise de conscience pour que on puisse être un business plus Durable. écologiquement responsable. Ouais. Très bien. Et vous arrivez à faire le lien justement lean et environnement, à montrer que le lean, quand on le pratique, justement, a un impact sur cette partie circulaire ou sur les améliorations de gaspillage. Oui, et en plus, on a mis en place depuis cette année aussi une méthodologie spécifique pour l'environnement d'identification de pertes, ce qui manquait un petit peu peut-être, et c'était le petit trou dans la raquette qu'on avait. On a l'identification des défauts, on a l'identification du rendement, enfin, on a plein de méthodologies spécifiques Lean. Et il nous manquait quelque chose sur l'environnement. Et donc là, on l'a mis en place, on a fait quelques pilotes. Et donc, on va maintenant s'attacher à déployer ça et faire que ça prenne dans nos sites pour qu'ils puissent après avoir une méthodologie assez classique, description du problème, etc., sur comment résoudre ce problème-là, quoi. Mais il faut déjà arriver à bien identifier le problème et la priorité sur laquelle on veut travailler. Avant d'engager la résolution du problème. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Autre question importante, puisque vous êtes souvent, beaucoup d'entre vous nous en parlent, bien sûr, c'est quid de l'usine du futur, quid du 4.0. Et là, on sent cette année quand même une baisse assez significative
des projets d'investissement. Alors, est-ce que c'est une pression sur les coûts? Est-ce que c'est une pression sur ou un retour d'expérience sur peut-être quelques projets qui ont démontré que les rendements étaient moins forts? En tout cas, les chiffres parlent pour eux et on sent en effet voilà, quand même une tension, on va dire, ou un frein sur les projets 4.0. Dans la même lignée, on vous a posé une nouvelle question cette année. Donc, on n'a pas de retour, bien sûr, sur l'historique, mais sur est-ce que vous avez commencé à digitaliser certaines pratiques du Lean? Et là aussi, globalement, on voit qu'il y a quand même plus de la moitié qui sont en cours ou qui ont déjà mis ça en place. Mais voilà, quand même, pratiquement 4 entreprises sur 10 qui l'ont pas fait ou qui ont uniquement maintenant et seulement engagé cette démarche-là. Alors, pourquoi? Bien sûr, ça peut être un manque de ressources, hein. On sait que digitaliser, ça a un coût. Ça peut être aussi, est-ce qu'on a assez de retours d'expérience pour montrer les bénéfices de la digitalisation? Alors, certains sont à fond et nous disent que bien sûr, ça fait gagner beaucoup. D'autres sont un peu mitigés. On voit même des entreprises qui font des allers-retours, hein, des fois, sur certaines choses. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des réticences aussi culturelles ou organisationnelles. Concernant toujours cette digitalisation, on vous a posé la question sur quelles étaient les activités qui étaient digitalisées en priorité. Et là, sans surprise, on retrouve quand même tout ce qui va être lié au management de la performance et au suivi de production en temps réel. Donc, c'est-à-dire ce qu'on voit souvent, des tableaux blancs digitaux dans lesquels on va faire nos routines, et plus tout ce qui est un peu en don avec la production en live qui apparaît, les avances, les retards. Voilà. Un peu plus bas, on va retrouver bien sûr les standards, la résolution de problèmes, la maintenance. Donc voilà. Mais on sent qu'il y a quand même un focus important sur tout ce qui va être gestion de la perf, les indicateurs, les datas, parce qu'il y a aussi l'IA qui pointe son nez derrière et on sent qu'on va en avoir besoin. Alors Eric, on sait que le TPS au début c'était un crayon et une feuille de papier, mais Toyota aussi évolue beaucoup là-dessus. Alors, nous, on est devenus totalement extrémistes sur le sujet. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'à la base, je suis un ingénieur informaticien, mais je vais utiliser quelques mots du Lean, Pokayoke, dont j'ai retiré les imprimantes. Depuis le retour du Covid, depuis le retour du confinement, nos collaborateurs, nous, on a travaillé, on était une entreprise, on était obligé de travailler pour participer à la logistique française, donc on n'a jamais arrêté. Nos collaborateurs ont travaillé depuis chez eux, ils n'ont pas imprimé de papier pendant 2 ans, et quand ils sont revenus, on a commencé à réimprimer. Première décision qu'on a prise, on a annulé les contrats donc un Pokayoke, c'est un détrompeur, on ne peut pas imprimer, donc on n'imprime plus, on trouve des solutions. Ça, c'était une introduction à ce sujet-là. Par contre, on est parti sur alors, je vais me contredire un petit peu parce que je dis juste avant, tout à l'heure, les Adachi meetings, c'est-à-dire les réunions qu'on fait le matin dans les ateliers ou dans les usines pour mettre en relation les équipes commerciales et les équipes terrain pour les priorités, on les a digitalisées. C'est-à-dire qu'on a créé dans tous les ateliers maintenant un dojo. Alors, un endroit où on se parle, où on échange, mais il y a des télés et tout est fait en télétravail. C'est-à-dire que les équipes commerciales ou les équipes support peuvent faire ces réunions depuis chez elles avec les équipes terrain dans l'usine ou dans les usines ou dans les entrepôts. Donc ça, on a totalement dématérialisé. Ensuite, aujourd'hui, on est en train de dématérialiser les Oshin et les fiches Kaizen. Donc, on a créé des logiciels, alors des logiciels, c'est un bien grand mot, mais des systèmes internes pour que tous les collaborateurs puissent créer leurs fiches Kaizen de façon électronique. Donc, ils ont des accès à une plateforme et puis ils créent leurs fiches avant, après, les performances, etc. Nous, ça nous permet d'améliorer le process parce que ça nous permet d'analyser plus facilement toutes les données, de faire des regroupements pour aller chercher les fiches Kaizen, on va dire, faire une loi de Pareto derrière et les sujets les plus dominants sur lesquels on doit passer le plus d'efforts pour travailler. En sachant que dans le Kaizen, chez nous, chaque collaborateur, dans son bonus annuel, a l'obligation de créer des fiches Kaizen. Alors, il y en a un certain nombre en fonction des profils, mais le plus simple technicien dans une usine a un variable de toute manière et qui est lié au nombre de fiches Kaizen ou à la valeur ou à la pertinence de la fiche Kaizen qui est faite.
Donc tout ça maintenant c'est digitalisé pour tout le monde. Les Oshin sont maintenant digitalisés et je vous ai dit tout à l'heure que je les affichais dans des couloirs en papier, des grands formats de papier qui font tous les couloirs. Dans l'année, on est en cours de les remplacer par des télévisions interactives pour que les collaborateurs puissent aller creuser un petit peu, faire du drag and drop, c'est-à-dire descendre un petit peu dans l'intérieur du Oshin s'ils le souhaitent. On est aussi en train de digitaliser, on a un projet qui part d'un programme d'en-dessous, c'est-à-dire on part du problème client et pour arriver chez nous, on fait une fusion du NPS. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le NPS, le Net Promoter Score, une fusion du NPS et du Lean, puisqu'on a un programme qui s'appelle T-Smile, donc Toyota Smile, c'est donner le sourire au client. On a digitalisé en fait tout le NPS, qui souvent était déjà digitalisé, mais on récupère toutes les données qui sont automatiquement maintenant analysées et ça introduit un peu le sujet avec l'IA pour voir comment on peut les relier à nos fiches Kaizen et identifier les problèmes au sein de l'entreprise. Donc on a digitalisé, on est en totale digitalisation. Alors maintenant, il y a une limite à ça parce que je vois le management de la performance. Moi, je vends des chariots élévateurs. J'en vends 1500, on va dire 100 par jour sur les bons mois. Je suis devenu accro puisque je sais en temps réel, à la minute près, quand j'ai un commercial qui enregistre une commande. Et j'ai tendance à aller sur mon téléphone portable tous les quarts d'heure pour voir combien j'ai enregistré de commandes dans la matinée. Avant, je veux dire avant, c'est il y a 2 ans. Il y a 3 ans, on avait un point tous les 15 jours. Depuis 2 ans, on avait un point tous les soirs à 19h. Et maintenant, c'est en temps réel. Alors, bon, ça devient un peu une drogue. Mais c'est quand même une avancée importante parce que ça permet d'être très réactif sur l'entreprise. Merci Eric. Stéphanie, sur la partie digitalisation, vous êtes aussi à fond, j'ai l'impression. Oui, là, on se pose pas la question de savoir si on doit y aller ou pas. On y va, ça c'est sûr. On a énormément d'outils à tous les niveaux de l'organisation, hein. On donne des tablettes à nos opérateurs pour faire des contrôles, pour pouvoir mesurer certaines choses. Et voilà, donc ça on est dans l'équipement. Voilà. Maintenant, la question, la réflexion qu'on a, c'est vraiment déjà de se dire, est-ce qu'on a la bonne donnée? Est-ce que la donnée qu'on enregistre, elle est fiable? Parce qu'en fait, si on n'a pas une donnée fiable, ben, voilà, si on analyse et qu'on a quelque chose d'erroné, on va partir dans le mauvais sens. Et c'est à l'inverse de ce qu'on veut faire dans le Lean, c'est être performant, bon du premier coup, etc. Donc, et pas de perte de temps. Donc, en fait, il faut que les décisions elles puissent être prises sur des données fiables et sûres. Et donc, là, on a une réflexion là-dessus, savoir est-ce qu'on enregistre est bien fiable, on progresse. Et la vraie volonté qu'on a aussi chez Sequrite, c'est d'unir les forces du WCM, enfin de notre méthode d'amélioration continue, donc WCM et 4.0. Donc on a par site, on veut s'assurer que les sites savent ou comprennent en tout cas pourquoi on leur demande de partir dans le digital. Il faut que ce soit bien clair dans leur tête, pas juste qu'ils s'engagent dans cette voie-là parce que les concurrents le font, parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est bien ou pas bien, etc. Non, il faut qu'il y ait une vraie volonté, une vraie compréhension de l'outil, à quoi il doit nous servir et qu'est-ce qu'on peut en tirer au mieux pour qu'ensuite chaque pays, chaque site ait sa vision digitale sur sa roadmap de manière la plus efficace. Et aussi, alors même si je sais c'est pas forcément l'objectif premier du Lean, mais en tout cas chez nous c'est quelque chose d'important, c'est tous les gains qu'on peut faire, les savings financiers. Cette année, on avait mis un gros push sur les retombées, on va dire, financières des méthodes digitales. Et donc, on a mesuré des savings digitaux
Et on a battu des records parce qu'on s'est dit, voilà, il faut que les gens, quand ils vont faire un chantier d'amélioration continue, ils sachent quel outil digital ils peuvent utiliser et vraiment intégrer comme ça toute cette digitalisation, d'où l'importance d'avoir une fiabilité des données dès le départ. Parce que si on va récupérer de la data et pour lancer son chantier, mais qu'en fait on se rend compte que ça donne rien ou qu'on empire la situation, c'est pas la peine. Donc voilà, on a cette volonté-là de vraiment Très bien. partir sur le digital. Et après, bah là, on va voir la suite, mais sur l'intelligence artificielle aussi. Oui, alors l'IA, justement, vraie question. C'est vrai que c'est un chantier d'ailleurs qu'on a mené aussi au sein d'Apiline. On a travaillé sur le lien entre IA et les différentes méthodes approche Lean pour voir toutes les best practices. C'est un document d'ailleurs qu'on sortira assez rapidement. Je vois que Dominique, je crois, a été connecté, notre homme IA. Et il y a quand même beaucoup de best practices aujourd'hui qui existent là-dessus. Mais quand on regarde les chiffres, il y a quand même 6 entreprises sur 10 qui disent qu'ils n'ont pas encore essayé. Ils n'ont pas encore essayé, ils n'y sont pas. Alors 20, ils réfléchissent. Et finalement, vous voyez qu'il y a que 20% finalement qui font des choses aujourd'hui. D'accord. Et pourtant, on sent qu'aujourd'hui, c'est un vrai accélérateur de la performance sur, bien sûr, la manipulation des datas, mais aussi sur autre chose, hein, sur du machine learning, sur du contrôle qualité, de la vision qualité. Donc, il y a énormément de pistes de progrès, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de communication là-dessus, sur les utilisations, les cas d'usage qu'il peut y avoir dans l'industrie. Mais comme l'IA va super vite, je pense que si on repose la question l'année prochaine, on va avoir vraiment des chiffres très différents. Mais en tout cas, le partage des bonnes pratiques autour de l'IA, elle doit s'organiser dans l'industrie aujourd'hui. C'est une évidence. Eric, là-dessus, sur cette partie IA. Alors, j'allais dire exactement ce que tu viens de conclure. Votre questionnaire, vous l'avez fait en début d'année l'année dernière, il y a 10 mois. Je pense qu'en 10 mois, il s'est passé énormément de choses autour de l'IA. C'est un peu plus récent. Il est d'il y a 2 mois, mais on va reposer la question, en effet, là, très prochainement. Ouais. Parce que là, les derniers mois, moi, à titre personnel, on vient d'inscrire tout le comité de direction à une formation de 3 jours sur l'IA. C'est des choses qu'on a décidées durant l'été, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas tellement en tête aussi rapidement et de l'utiliser, nous, à titre personnel, dans notre travail, hein, je parle, alors qu'aujourd'hui, on l'utilise déjà tous les jours. Microsoft a déployé Copilot, donc pour une utilisation, on va dire, bureautique, de manager, de réunion. Moi, je tape plus un compte rendu de réunion. Le copilote nous le tape automatiquement. Teams le tape automatiquement et c'est plutôt pas mal fait. Ouais. Ça, c'est personnel et c'est allé assez vite pour nous, donc on l'utilise. L'IA, on l'utilise, nous, je vous ai donné un exemple, la fusion du NPS et du TPS. Et donc là, la vision du client et comment améliorer la performance client, c'est quelque chose qui nous perturbe, qui est au cœur de notre réflexion permanente. Et on a vu qu'on pouvait pas mal aller traiter la donnée avec de l'IA justement pour aller toucher les points pour les clients. Maintenant, nous, sur des activités de service, parce que vendre des chariots élévateurs, c'est que 20% de notre travail. La plupart de notre travail, 80% de notre travail, c'est la maintenance et c'est d'aller chez les clients pour faire de la maintenance préventive, pour aller détecter des pannes. Là, on l'utilise depuis 2 ou 3 ans. On a des développeurs qui travaillent sur le sujet pour faire la maintenance préventive, voir le bon approvisionnement des pièces, prévoir les pannes à l'avance. Et là, l'IA, la puissance de l'IA nous aide beaucoup. Il y en a des programmes de développement derrière. Et le dernier point sur lequel on est pas mal sur l'IA aujourd'hui, ça fait quelques années, et vous en parliez sur l'industrie 4.0, les usines du futur. On a des chariots automatisés, ça fonctionne depuis 10 ans. Ça ne prend pas vraiment. C'est très faible en termes de pénétration. Il y a quelques entreprises un peu innovantes sur lesquelles on a déployé plein de chariots totalement robotisés, automatisés. Maintenant, il n'y a pas d'intelligence artificielle à ce jour réellement dedans, puisqu'on lui donne un ordre, tu vas du point A au point B, tu prends la palette de la cellule A et tu l'amènes à tel endroit. Maintenant, l'IA, on a pas mal d'ingénieurs qui sont en train de réfléchir à des chariots qui se parlent entre eux et qui co-apprennent entre eux, qui réfléchissent entre eux, sans qu'il y ait forcément le système qui donne toutes les informations. Et donc là, les équipes
les nôtres ou des startups à côté, hein, ou des équipes de développeurs sont en train de beaucoup avancer sur ce sujet. Une petite anecdote là-dessus, d'ailleurs, je vais prendre 30 secondes, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait imprimer une grande affiche sur l'IA, bref, à mon petit imprimeur du coin. Et il me dit, ah, vous êtes sur l'IA? Je fais, ben oui, oui, aussi. Et il me dit, bah, vous savez, moi, depuis qu'il y a l'IA, là, depuis 1 an, j'ai réduit mes coûts de maintenance de mes imprimantes à 0. Ah bon? Et il dit, bah ouais, parce que maintenant, je vais sur ChatGPT, je lui mets les modes d'emploi, machin, et je lui dis, voilà ce que j'ai fait, voilà mon problème. Et dans 90% des cas, en 2 étapes, j'ai résolu mon problème. Ah, bah oui, et un cas ultra pratique de quelqu'un qui a sa boutique juste à côté du bureau. Très bien. Alors, la question autour du ligne de demain, finalement, là, c'était plutôt des verbatims. Alors, bien sûr, bah, on reparle d'IA, hein, l'IA qui va vraiment prendre sa place, hein, au sein du Lean, hein. Mais avec cette nuance quand même de dire attention, hein, il ne faut pas que ça remplace non plus les idées du Gemba. L'IA ne va pas tout faire. On aura toujours besoin de pragmatisme, d'aller sur le terrain, de discuter avec les gens. Et on ne va pas juste poser des questions à ChatGPT. Donc, il ne faut pas perdre cette dimension aussi visuelle, collaborative, ne pas aller trop loin dans ces démarches-là. Bien sûr, bah, les fondamentaux, les basiques, hein, qui reviennent, on en a aussi parlé. Le fait que le Lean doit répondre aux défis environnementaux, mais ça, on l'a vu aussi dans l'étude. La gestion des savoirs, hein, qui devient critique, vieillissement de la population, des pertes de compétences, le recrutement est au cœur de beaucoup de sujets, hein, et quand on est dans les usines ou dans les services, on entend tous les jours, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter. Donc aussi un Lean qui va devoir s'adapter, hein, à des environnements aussi qui sont différents. Il y a aussi des gens qui nous disent bah, le Lean, c'est intemporel, hein, finalement. On a vu plein de modes, hein, qui sont passés, qui sont revenus, qui sont repartis. Et le Lean, ça fait quand même 70 ans, 80 ans, et ça reste très intemporel. Donc, ne pas céder au mode. Et le Lean, bah, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ça sera encore du Lean tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette culture Lean qui devient aussi, qui doit continuer à être plus collaborative, de vraiment développer ce travail d'équipe, des ateliers collaboratifs, des décisions partagées. Donc ça, c'est toujours important. Et bien sûr, dans le Lean de demain, il y a cette question des fonctions support, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des usines, du poste de travail, mais finalement, on sent aussi qu'il y a énormément de choses à faire sur les fonctions support. Et je pense d'ailleurs, Eric, tu avais un cas concret, enfin vraiment, c'est quelque chose qui, pour vous, est très important aujourd'hui de développer le Lean dans les fonctions support. Ouais, clairement, moi, si j'amène un commentaire là-dessus, c'est que pour moi, la puissance du Lean, c'est le fait d'accepter qu'il n'y a pas de process parfait, en fait. N'importe qui vient dans une usine Toyota, vous mettez un stagiaire en formation Lean, vous le mettez sur une ligne de production et vous lui dites, ben voilà, tu as un chrono, tu as un papier, un crayon, tu observes l'opérateur et tu dois trouver une amélioration par rapport à son process. Il y a 50 personnes qui sont passées avant vous depuis 20 ans sur cette usine-là. Ben, quoi qu'il arrive, vous avez trouvé quelque chose. Il n'y a pas de process parfait. Et ça, quand on le réalise avec le Lean, ça permet de désacraliser beaucoup de choses. Néanmoins, moi, j'ai deux, trois. Alors, c'est peut-être des trucs de vieux parce qu'on commence à être ancien, mais pour moi, le Lean, ça doit rester visuel et pragmatique. Alors, oui, j'utilise beaucoup de numérique, mais c'est du numérique visuel. Les indicateurs, ils sont là. S'il n'y a pas d'indicateur, il y aura pas de mesure. S'il n'y a pas de mesure, en fait, il n'y a pas de sujet, on ne peut pas avancer. Donc, ce n'est pas parce qu'on passe sur de l'électronique que ça ne doit pas être visuel. Donc, le Lean, ça doit rester visuel, pragmatique. Après, voilà, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'adapter avec de la digitalisation et de l'IA. La meilleure chose, si on a un atelier ou une usine, c'est aller se balader, hein, et parler aux 2-3 opérateurs, donc le Gemba Tour, le Genji Genbutsu, c'est-à-dire aller à la source du problème, aller voir par vous-même. C'est tellement parlant, on voit tellement de choses que ça, c'est les fondamentaux. Maintenant, pour les fonctions support, nous, on fait un effort dingue sur le sujet pour convaincre nos collaborateurs de l'intérêt. On a on essaye de leur rendre des formations ludiques. Il y a beaucoup de jeux, qui nous permettent d'apprendre le Lean. Il y a beaucoup d'émissions de télévision. Je prends un exemple comme Dr House. Si vous observez un épisode de Dr House, ça dit plus ni moins que du DMIC, c'est-à-dire il définit le problème, il mesure le problème, il analyse le problème, il fait un improve, ça marche pas une première fois, on refait la boucle, on refait des analyses.
quand vous présentez les choses comme ça, les gens percutent, ils disent ah merde, ouais, c'est pas mal. Et moi, sur mon process, ma prise de commande ou ma location courte durée, le client a appelé, j'ai pas trouvé le bon chariot. Si on met un peu ça, un peu de process, un peu simple, et qu'on leur donne les fondamentaux à nos équipes, ça percute. Et donc, nous, on a des gros programmes de ligne sur les fonctions support. C'est une des priorités en fait sur les 2-3 années à venir sur nos fonctions support, d'améliorer notre performance support client, non pas par la partie production, mais par la partie, on va dire, parcours client en fait. Très bien, merci beaucoup. Il y avait une question, Grégory Alors oui, on a une question. On nous demande sur le sujet des retours aux basiques. Selon vous, je m'adresse à Eric et Stéphanie, mais selon vous, quelles sont les causes actuelles d'un éloignement vis-à-vis de ceux-ci? Pourquoi on revient au basique finalement? Alors, pourquoi déjà il y a eu un éloignement? Ah, il y a eu un éloignement. On s'est éloigné. Pour moi, il y a plusieurs causes diverses. Ça peut être déjà on sait que le lean, enfin toute méthode d'amélioration continue, elle fonctionnera si le top management est convaincu. Donc, s'il y a des changements de top management, s'il y a des changements de stratégie, s'il y a des choses comme ça, on peut très vite revenir en arrière et se rendre compte que le système qu'on pensait avoir mis en place de manière pérenne est pas si robuste que ça. Donc ça peut être une raison. Une autre, ça peut être aussi une certaine résistance au changement. On sait bien que voilà, sortir quelqu'un de sa zone de confort, c'est jamais partie de plaisir. Parfois, les gens ont une certaine résistance, on est un peu timoré, on ne sait pas trop où on va. Si les choses sont pas très très bien expliquées, du coup, l'inconnu peut faire peur. Il peut y avoir vraiment différentes raisons. Ça peut être aussi, comme je le disais dans notre cas, le fait que voilà, on pense que tout ce qui était fondation, c'est acquis. On se concentre sur autre chose et on oublie d'avoir une routine de suivi. Même si elle doit être de plus en plus espacée, cette routine, parce qu'il n'y a pas besoin de checker forcément tous les jours certaines choses, mais en tout cas, il faut s'assurer qu'il y a des visites qui se font un peu de manière régulière sur le terrain pour vérifier encore une fois que les choses sont en place. Si cette routine elle est plus là et que les gens changent, le turnover aussi fait que voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent et j'allais oublier presque une chose importante, c'est que je parlais de la façon dont la méthodologie est présentée. C'est vrai que tout à l'heure, tout de suite, Eric parlait de pragmatisme. Il faut que les choses soient les plus pragmatiques possibles. Il faut que l'amélioration continue, ce soit une méthodologie qui s'intègre dans les activités du quotidien. Il ne faut pas que ce soit perçu comme quelque chose d'une lourdeur administrative qu'on a pu connaître et qui aujourd'hui on s'attache à ce que le programme d'amélioration continue chez Saint-Gobain soit le plus pragmatique, le plus, j'allais dire, digeste possible pour les gens et que ça vienne vraiment s'insérer de manière assez naturelle dans leurs activités sans que ce soit quelque chose de perçu comme additionnel à ces activités-là. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, j'ai exactement la même analyse, c'est-à-dire que par le passé, il y a peut-être eu un peu trop de lignes poussées à l'extrême, et le ligne poussé à l'extrême met trop de pression sur les collaborateurs. C'est-à-dire que le goût de la performance encore et encore et encore, à un moment, il faut prendre en considération la lourdeur administrative ou que ça peut générer pour certains collaborateurs. Donc, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste pragmatique et simple. Et maintenant, je pense que c'est comme tout le monde. Si chacun de nous relit des formations qu'on a fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans sur le management, sur je ne sais pas quoi, on va revoir des phrases ou des attitudes à avoir. Je fais, oh merde, putain, c'est vrai, il fallait que je fasse ça ou il faudrait que je fasse ça. C'est-à-dire, on doit toujours revenir aux fondamentaux à un moment ou à un autre. Et quand on reprend des cours d'un coaching qu'on a eu il y a 10 ans ou des cours de ligne, par exemple, ah mince, je ne le fais plus. Ah, j'avais une bonne pratique, je vais la refaire. On oublie un petit peu tout ça, donc c'est normal qu'il y ait des cycles en fait dans les managements de dire il faut revenir quand même aux fondamentaux parce que le lean n'est ni plus ni moins que regarder ce qui se passe et essayer de faire un petit peu mieux. Donc ça s'appellera différemment, mais l'amélioration continue, elle existera toujours. Elle sera infinie, tout à fait. Complètement. Merci à tous les deux. Merci. Alors, on vous a repassé les 10 leçons, mais ça, vous l'aurez en effet dans les supports. On l'a déjà dit, vous recevrez tout ça.
On arrive au terme. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mais avec Happy Lean, on est un cabinet de conseil et de formation, bien sûr, en lean management. C'est notre cœur de métier, mais qu'on fait aussi, bien sûr, de la formation et des soft skills. Et d'ailleurs, peut-être avant je ne sais pas s'il y a encore des questions, il y a une question encore. Donc, on va vous passer la main. Juste pour ceux qui vont partir très vite, vous dire que pour vous remercier aussi de tout ça, on a la chance en 2025 d'être organisme certificateur sur la partie Green Belt. Je crois qu'on est le 3e ou 4e en France. On va pouvoir certifier nous-mêmes nos Green Belt. Et donc, pour vous remercier, on va vous proposer aussi un petit code promo si vous voulez inscrire des gens jusqu'à la fin du mois. Ça se remplit assez vite, mais avec des sessions, en effet, sur Paris, Genève, Rouen, Clermont-Ferrand, un peu sur toute la France. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin d'inscrire des gens. Est-ce qu'il y avait une autre question, tu disais, Greg? Il y avait une autre question. Est-ce que l'on a une mesure de l'engagement des managers et notamment les top direction, comité de direction, DG sur le Lean? Un indicateur d'engagement de la direction. Une mesure, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, dire finalement. Beaucoup en ont rêvé, en tout cas. Ouais. Dans les objectifs perso des directeurs sur le nombre de revues Oshin qu'ils font avec moi. Ah, ça, c'est bien. Donc ça, carrément, et ça conditionne leur prime. Exactement. L'argent, c'est beaucoup de choses. Super. Est-ce que, Stéphanie, vous arrivez à mesurer un peu ça? Non, enfin, je suis pas sûre qu'on essaye vraiment. En tout cas, nous, ce qui nous importe vraiment, c'est de mesurer d'abord le taux d'engagement du terrain, vraiment. Et en fait, on se dit que une des raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le terrain n'est pas engagé, on va peut-être aller du coup se poser la question, est-ce qu'une des causes racines, ça pourrait être le fait que le top management ne l'est pas? Mais en tout cas, on essaye de trouver des indicateurs qui soient pas trop des usines à gaz non plus, mais pour essayer de mesurer le taux d'engagement de nos employés sur le terrain dans cette démarche-là, parce qu'on sait très bien que c'est tout tourne autour des gens. Donc, on peut avoir des top managers motivés et convaincus, ça c'est très important et on le dit et on le répète, mais il faut aussi que la base soit aussi convaincue parce que c'est eux qui vont faire finalement. On va les certifier, on va leur donner les compétences, mais après il faut qu'ils aient l'envie d'aller faire les choses. Donc voilà, on essaye de mesurer ça plus, de notre point de vue aujourd'hui. Et j'avais juste un petit commentaire sur l'IA que j'ai pas eu le temps de placer, mais c'est pas grave. C'était juste pour dire que chez Securit, on a aussi évidemment lancé cette démarche-là. On est convaincu que ça peut être un accélérateur. Et en fait, notre particularité, c'est qu'on a vraiment donné la main aux usines pour faire ça. On a créé des petites squads autour de l'intelligence artificielle. Et on leur a donné carte blanche de réfléchir en petits groupes sur des sujets qu'ils voudraient lancer et tout ça. Donc, on a des choses sur la gestion la génération des SOP, sur des chatbots, des choses comme ça. Et on a des sujets qui vont venir aussi sur la santé-sécurité, pour la mesure du risque, par exemple, ou voilà, donc sur les GMAO, pour la récurrence des problèmes, parce que l'intelligence artificielle, c'est capable d'analyser en une fraction de seconde des données absolument massives. Donc voilà, autant s'en servir. Donc voilà, on a donné la main à nos usines pour se lancer là-dedans et ça démarre. Merci à tous. Merci, un grand merci surtout à Eric et Stéphanie pour votre participation et d'avoir partagé votre passion du Lean aussi. On sait qu'elle est forte et d'avoir tous ces exemples. Merci à vous tous donc, pour votre participation. N'hésitez pas, si vous voulez nous laisser quelques commentaires en conversation, quelques questions ou autres. On les prendra avec beaucoup de plaisir. Merci à tous. Merci Grégory. Merci à tous. Merci Eric. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. À très bientôt. Également, merci. Au revoir. Bien. Merci. À bientôt. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.